Grand Matin Sud Radio. 7h43 sur Sud Radio, vous êtes avec Patrick Roger. Patrick, vous recevez à présent la présidente du Front National, Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Avant de parler de l'ensemble des gros dossiers du jour, un mot sur vous. Qu'est-ce qui vous fait encore courir aujourd'hui en politique quand on est allé au second tour de la présidentielle? Vous n'avez pas envisagé un moment de tourner la page? On vous disait fatigué au moment de la présidentielle. Est-ce que j'ai envisagé de tourner la page? Moi, j'ai pas une vision de ma carrière personnelle. Elle m'intéresse absolument pas. Non, mais après, c'est personnel. Qu'est-ce qui me fait courir? La situation de la France et des Français. Voilà, ouais. C'est la seule chose qui me fait courir. Je l'ai dit et redit. Si un jour quelqu'un est en meilleure situation que moi pour porter nos idées et pour défendre la ligne politique qui est la mienne, je lui céderai la place. Mais en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Donc, je suis là parce que je le dois. Mais ça, c'est ouvert. Ça, c'est une possibilité, quoi. Je le dois aux Français. Je le dois aussi aux 11 millions d'électeurs qui m'ont fait confiance au second tour de l'élection présidentielle. Oui, mais bon, c'est vrai, on peut comprendre qu'il y ait des coups de fatigue à un moment donné. Regardez, il y en a certains qui sont retirés carrément de la vie politique, quoi. Donc, bon, on peut se dire oui, pourquoi pas. Oui, enfin, d'accord, mais encore une fois, les Français m'ont fait la confiance de me mettre au second tour et 11 millions d'entre eux ont voté pour moi. Donc, je n'ai pas non plus de raison. Oui, je suis déterminé, mais encore une fois, je leur dois le combat que je mène. Oui. Alors, Alstom vendu à l'allemand Siemens pour une fusion, les chantiers STX repris par le groupe italien Fincantieri. Beaucoup dans l'opposition parlent de grande braderie de l'État. Est-ce que l'État, vraiment, il pouvait quelque chose? Qu'auriez-vous fait si vous aviez été à la manœuvre? Enfin, écoutez, vous savez pertinemment qu'on assiste là à un véritable dépeçage de l'industrie française. Je l'avais dénoncé d'ailleurs en son temps. On se retrouve dans une situation aujourd'hui où l'accord qui est passé est beaucoup moins intéressant et pour le groupe et pour l'industrie française. Vous parlez de quel de Alstom Siemens, beaucoup moins intéressant que ce qui avait été envisagé même en 2014. On vend l'industrie française et on met en place les conditions pour qu'elle passe sous drapeau étranger. C'est une véritable catastrophe parce que tout ça, ça appartient aux Français. C'est-à-dire, c'est leur savoir-faire, c'est leur travail, ce sont leurs géants industriels qui sont ainsi bradés. C'est pas une surprise de la part d'Emmanuel Macron. Hein. Oui, mais en même temps, on parle d'une grande entreprise européenne. Regardez, ça marche pour Airbus. Mais oui, mais on va vous dire beaucoup de choses. Tous les éléments de langage ont été donnés au ministre pour nous expliquer que ça va faire un géant mondial ou même un géant européen, qu'on va être à égalité. La réalité, c'est que ça passe sous contrôle allemand. Mais alors, qu'est-ce que vous auriez fait, Marine Le Pen, vous? Mais eh bien, par exemple, l'État aurait pu lever l'option qu'il avait sur les parts de Bouygues, et surtout conserver le contrôle. Nous devons conserver le contrôle de nos grands géants français. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas pour STX. Ça n'est pas le cas pour Alstom. On se souvient qu'on nous avait vendu la même sauce pour Holcim Lafarge, pour Alcatel Nokia. Et la réalité, c'est que tout ça est passé sous drapeau étranger. Oui, c'est vrai. C'est un dépeçage des grands groupes industriels français. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête parlementaire comme le réclame notamment la France Insoumise? Comme le réclame Nicolas Dupont-Aignan aussi. Également. Voilà, alors oui, bien sûr, il faut une commission d'enquête. Il ne faudrait pas qu'on apprenne par ailleurs qu'il existe un pacte... on ne sait quel secret pacte. Oui, oui. C'est-à-dire ça existait, non je me semble dans la vente je crois que c'était l'aéroport de Toulouse, où on a appris qu'il y avait un pacte secret entre actionnaires dont les Français n'avaient pas été informés et qu'on leur avait même volontairement caché. Donc voilà, disons les choses telles qu'elles sont et arrêtons de nous mentir. On est en train de brader nos grandes industries françaises. Point. Oui, même si STX appartenait quand même à des Sud-Coréens et que quelque part il fallait essayer de sauver ses emplois à Saint-Nazaire. Alors, Bruno Le Maire dit qu'il a des conditions et des garanties avec ce fameux prêt du 1% et la garantie de 12 ans. C'est peut-être là qu'il y a un pacte entre actionnaires secrets, parce que c'était à peu près la même technique qui avait été utilisée pour l'aéroport de Toulouse. Oui. Le gouvernement a présenté hier le budget de l'État pour 2018. Alors, baisse de cotisations, exonération à venir de la taxe d'habitation. Et c'est un budget permettant une relance de l'économie, comme le dit Emmanuel Macron, en plus des ordonnances sur le marché du travail.
Non, bien entendu que non. D'abord, on assiste à une aggravation des finances publiques, qui sont drapées dans les oripeaux du sérieux budgétaire. 46% des baisses d'impôts sont au profit des 10% des Français les plus aisés. Il y a parallèlement une augmentation lourde du tabac, une augmentation du diesel, des augmentations annoncées de la fiscalité écologique, et surtout on exonère la rente financière en réalité. Le signal, c'est le suivant: spéculer. Voilà, on le voit dans les grandes actions, on le voit dans les riches, mais oui, on le voit dans le choix qui a été fait pour l'ISF. On voit bien que le président de la République dit aux Français qu'ils doivent arrêter de gérer en bon père de famille, ils doivent arrêter de se constituer un patrimoine immobilier, ils doivent arrêter d'envisager l'idée de le transmettre à leurs enfants. Il faut qu'ils spéculent. Voilà. Et s'ils spéculent, alors ils seront gagnants. Ce signal est, je crois, absolument dramatique, mais il révèle la vision mondialiste qui est celle du président de la République, au-delà du fait que on va augmenter la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Il faut le dénoncer parce que c'est un scandale quand même. 18,7 milliards en 2017 vont passer à 20,2 milliards en 2018 et à 23,3 milliards de contributions en 2019. C'est-à-dire une augmentation au budget de l'Union européenne de 5 milliards en 2 ans. C'est considérable. Ça, on augmente les dépenses, comme on augmente les dépenses d'ailleurs pour l'accueil des migrants, puisqu'il y a 300 millions de prévus d'augmentation pour l'accueil des migrants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est exactement l'inverse de ce que j'aurais fait. Oui, c'est ça, parce que Emmanuel Macron, lui, a donné sa vision cette semaine de relancer quand même un grand projet européen, et il multiplie les initiatives, et du coup, la France brille quand même sur la scène internationale. Vous ne pouvez pas lui reprocher ça. Non, la France ne brille pas sur la scène internationale. On parlait d'une France perdue, un peu déboussolée. On parle aujourd'hui en fait d'une France qui brille un peu plus, Marine Le Pen. Non, on parle jusqu'aux États-Unis. On parle d'une France. Donald Trump lui rendit hommage. On parle d'une France applaudie par Bruxelles. Bah oui, Bruxelles a raison d'applaudir Emmanuel Macron. Objectivement, il met en place la feuille de route qu'espèrent Bruxelles et la Commission. C'est quasiment du mot à mot des exigences exprimées par la Commission depuis des années. Moi, je répondrai à Emmanuel Macron dimanche. J'ai une grande journée des élus et j'expliquerai précisément en quoi, évidemment, ce projet marque la fin de la France et même la fin de l'Europe, je vais vous dire. À propos d'Europe, il y a un référendum qui est prévu ce week-end en Catalogne, du côté espagnol. Votre position, vous, face à ce référendum sur cette indépendance ? J'y suis opposé parce qu'il touche à la souveraineté de la nation espagnole. Je note d'ailleurs que il y a une vraie complaisance de la part de l'Union européenne à l'égard de tous les séparatismes, comme si la nation était un obstacle dans les visées de l'Union européenne et qu'il fallait à tout prix affaiblir les nations, quel que soit le moyen. Jean-Baptiste Giraud, question politique, et Michaël Darmon aussi. Alors, vous êtes actuellement, on le sait, en cette rentrée en pleine refondation, donc après les départs, les mises en retrait de Marion Maréchal Le Pen, Florent Philippot. Plusieurs cadres du FN disent au fond que votre problème, c'est que vous ne savez pas parler à la droite. Vous n'arrivez pas à parler au monde de l'entreprise. Est-ce que vous allez, de ce point de vue-là, faire évoluer votre discours ? Moi, j'entends cette critique. Je ne crois pas que le problème soit que nous ne sachions pas parler à la droite. Je ne crois plus en ce clivage gauche-droite. Bon. Moi aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que l'intégralité des propositions que nous faisions à destination des entreprises, qui étaient contenues dans un projet très riche, et je crois extrêmement bénéfique pour elle, n'a pas été entendue parce qu'elle a été écrasée par le débat sur la sortie de l'euro. Et du coup, ça nous a rendu totalement inaudibles auprès probablement des chefs d'entreprise, des TPE, des PME, qui sont quand même le cœur de cible. Mais avant même, lorsque vous avez eu un séminaire pour caler votre ligne politique, déjà on entendait ce problème, il faut qu'on parle à la droite, et Marine Le Pen a dit, parlez à la droite à ma place, moi je sais pas faire.
Oui, non, mais ça, c'est ce que vous avez lu dans des... Ce que j'ai entendu de la part de cadres. Dans des journaux, c'est pas... Non, ce que j'ai entendu de la part de cadres. Il faut pas croire tout ce qu'on lit. C'est ce que j'ai entendu de la part de cadres. Dans les journaux. Non, mais moi, je veux pas m'enfermer dans on parle à la droite ou on parle à la gauche. Moi, je veux parler à l'ensemble de ceux qui croient encore à la nation. On est face à un président de la République qui a une vision post-nationale. Cette vision post-nationale, c'est-à-dire d'effacement des nations au bénéfice d'une superstructure européenne, puis d'ailleurs mondiale, parce qu'en réalité, on voit bien que l'idée du gouvernement, d'un gouvernement mondial sur toute une série de secteurs avance. L'UMP est dans cette démarche post-nationale, le PS était dans cette démarche post-nationale. Nous sommes résolument ceux qui défendons la nation. Nous la défendons parce que d'abord nous l'aimons. Vous voyez, c'est parfois juste ça, mais aussi parce que nous considérons que c'est la structure, encore une fois, qui permet en réalité le développement de la prospérité, qui permet la sécurisation du peuple et qui permet la préservation de notre identité. Question de Jean-Baptiste Giraud. Plus 55 000 chômeurs depuis le mois de juillet. On nous a pourtant dit pendant toute la campagne présidentielle que le chômage refluait. Est-ce que vous pensez qu'on a rendu la mariée plus belle pendant donc la campagne pour soutenir un candidat, une candidature ? Évidemment, ces petites malhonnêtetés sont hélas traditionnelles lors des périodes électorales, mais il est évident que les mêmes causes entraînent les mêmes effets et par conséquent, à partir du moment où on ne change pas le modèle économique tel qu'il est imposé aux Français fondé sur un ultralibéralisme échevelé, une concurrence internationale déloyale, même une concurrence européenne déloyale, on ne pourra assister qu'à la montée du chômage. Moi, ce qui me déplaît profondément, au-delà du fait que c'est une loi de précarisation des salariés. Ce qui me déplaît profondément dans ces ordonnances et cette loi travail, c'est qu'en réalité, on culpabilise les salariés. On vise à leur dire que c'est de leur faute s'ils sont au chômage. C'est parce qu'ils ne sont pas assez mobiles, c'est parce qu'ils sont trop payés, c'est parce qu'ils travaillent pas assez, c'est parce que c'est toujours de la faute des salariés. Et ça, c'est vraiment la vulgate ultralibérale, alors que tout à fait évidemment, les Français et les salariés n'y sont strictement pas. Marine Le Pen, question d'auditeurs donc maintenant au 0826 300 300. Bonjour, qui est à l'appareil? C'est Bruno, me semble-t-il, de Moulins. Bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Elle vous écoute. Voilà, si on demande aux Français ce qu'ils pensent de l'euro, ils reconnaissent dans leur grande majorité que c'est néfaste pour notre économie, que ça a plombé notre pouvoir d'achat. En revanche, si on leur demande s'ils veulent en sortir, c'est beaucoup le partagé, c'est les Français, ça c'est leur paradoxe, ils veulent du changement, mais pas trop. Bon, pendant la campagne électorale, vous êtes un petit peu, je pense, embourbé sur ces explications. Vous avez dit que vous alliez entrer en négociation avec l'Europe pour récupérer notre souveraineté, notamment monétaire, parce qu'on nous parle beaucoup du coût de la sortie de l'euro, mais on nous parle jamais de ce que ça nous a déjà coûté en y restant, et de ce que ça va encore nous coûter quand on va y rester, des centaines de milliards à la Grèce et compagnie. Bon. Votre question, Bruno. Oui. De manière claire, vous avez 4 ans et demi, Marine Le Pen, pour exposer ça aux Français. Est-ce que oui ou non, la sortie de l'euro fera partie de votre programme pour 2022, si l'euro ne s'est pas cassé la figure d'ici là, bien sûr. Oui, bon, 4 ans et demi pour y réfléchir, 40 secondes pour répondre. Nous avons voté, dans le cadre d'un bureau politique élargi, une résolution qui indique que nous n'abandonnerons aucun pan de notre souveraineté et pas non plus celui de la souveraineté monétaire, mais que nous partions sur un calendrier où la souveraineté territoriale, c'est-à-dire la récupération de la maîtrise de nos frontières, est une priorité pour nous aujourd'hui. Les frontières, c'est pas seulement d'ailleurs les frontières migratoires et la maîtrise de l'immigration légale et illégale, mais aussi, les frontières commerciales, c'est-à-dire la lutte contre la concurrence déloyale. Et que dans le cadre de ce calendrier, la souveraineté monétaire serait traitée à la fin de ce processus, en espérant que, évidemment, d'ici là, les Français soient convaincus que, à l'issue, au bout, on ne peut pas de toute façon, on aura du mal à survivre avec une monnaie dont nous savons tous effectivement qu'elle est en grande fragilité. Ouais. Bon, le débat continue encore. Juste d'un mot, il y a la Bruxelles qui va permettre à la France de prolonger de 3 ans la fermeture des frontières. On l'a appris ce matin en cas donc de menace exceptionnelle. Ça va dans le
sens de ce que vous préconisez, vous recommandez? Je dis aux Français que les frontières sont censées être maîtrisées et fermées depuis des mois et des mois. Voilà, je leur propose juste de prendre leur voiture et d'aller à n'importe quelle frontière pour la passer. Ils verront qu'ils ne feront l'objet d'absolument aucun contrôle, pas plus d'ailleurs que dans l'aéroport. Je rappelle que la première des frontières, en quelque sorte, c'est Roissy-Charles de Gaulle, et qu'il y arrive chaque jour des centaines de personnes, si ce n'est des milliers d'ailleurs, sans qu'un contrôle sérieux soit effectué, et notamment sans qu'une politique de surveillance des visas ne soit mise en œuvre. Merci Marine Le Pen d'avoir été l'invitée ce matin de Sud Radio.